Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Il est 20h31 et tout de suite, nous allons bien sûr retrouver notre ami Fred pour l'actualité climatique court, moyen et long terme. Et on va commencer par le court et moyen terme où là, on va sans doute parler de feux de forêt, hein, Fred? Oui, euh, alors on va effectivement parler de petites nouvelles qui nous ont intéressés. Si on revient un peu en arrière, on va parler des feux de forêt, mais également sur la France. Alors on rappelle ceux qui sont en cours et qui ont été en cours hein, dans plusieurs hectares en Tunisie, où les incendies qui ont ravagé les 2 derniers jours le gouvernorat de Tunisiens appelés Djendoba ont donc détruit plus de 200 hectares de végétation. 15 incendies ont donc été enregistrés dans la zone forestière, causant d'ailleurs des dommages aux habitations forestière. Nous avons également un peu de tourbière qui s'est produit et de forêt qui s'est produit sur l'île Miscou. Ça se trouve du côté du Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui ne savent pas où c'est au Canada. Il a parcouru plusieurs dizaines d'hectares et nécessité d'évacuation donc de plusieurs habitations. Et enfin, les dernières nouvelles qui nous sont parvenues aujourd'hui, on va parler du typhon Haitang qui a touché le sud-est de la Chine. Ce typhon Haitang est le 10e de l'année, a touché terre lundi à 2h50 à Funging, ville de la province chinoise de Fujian, sud-est, pardon. Accompagné de vents atteignant 18 mètres secondes, le cyclone tropical suit le 9e typhon, donc Nezat, qui a donc touché terre dans la même ville dimanche à 6h, selon le centre météorologique, météorologique provincial. Le typhon Haitang avait déjà touché terre dimanche à 4h40 et à Pintung, dans l'île de Taïwan. Les deux typhons ont été apportés de fortes pluies dans la province avec des précipitations dans plus de 50 mm dans 64 districts. La ville et arrondissement au cours des dernières 24 heures a été copieusement arrosée selon un bilan établi lundi à 6h. Les précipitations maximales ont atteint les 172,4 mm dans le village de Yanshan, dans le district de Yantai, a indiqué donc le Centre provincial de contrôle des inondations ainsi que de lutte contre les catastrophes dans un communiqué. Selon le bilan établi dimanche à 17h, enfin 216 000 personnes ont été évacuées à travers la province. Et la nouvelle nous vient du réseau catnat.net. S'il y a un Chinois par là, il pourrait venir nous aider à faire les titrages. Allez, du côté donc des feux de forêt, on va revenir là-dessus. Effectivement, des feux de forêt se sont déclenchés dans les Bouches-du-Rhône, le Gard ainsi que les Alpes-Maritimes. Plusieurs départs de feux mineurs se sont donc déclarés mardi en fin d'après-midi dans les Bouches-du-Rhône, à Istres et Aix en Provence et près de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Un incendie a parcouru une trentaine d'hectares et en périphérie d'Istres, Bouches-du-Rhône, où plusieurs évacuations préventives ont été réalisées. Environ 200 pompiers, épaulés donc par une demi-douzaine de bombardiers d'eau, ont été engagés sur le sinistre qui a évolué dans une zone pavillonnaire. L'incendie s'est déclaré donc vers 15h en périphérique sud d'Istres, une ville située donc à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, qui a été cet incendie a été attisé par un vent violent avec des rafales qui ont atteint parfois les 60 km/h. La municipalité d'Istres a annoncé dans un communiqué avoir déclenché son plan communal de sauvegarde et a demandé aux habitants de plusieurs quartiers d'évacuer leur domicile. Elle a ouvert également un gymnase dans la ville pour accueillir les habitants et un second lieu est prêt d'ailleurs à être ouvert si nécessaire. Par mesure de précaution, les enfants de 2 crèches ont également été évacués par bus. Un second incendie au nord d'Aix-en-Provence, cette fois-ci, a pour sa part détruit une dizaine d'hectares de végétation. Enfin, dans les Alpes-Maritimes, un feu de forêt s'est déclaré en début d'après-midi, donc mardi, dans les 3 communes proches de Grasse, Spérazades, Saint-Vallier de Thiers
et Cabri. On a nécessité donc l'évacuation d'une bergerie quand même, où 200 animaux et 3 salariés ont été donc évacués. Elle a détruit par contre 53 hectares. Dans le Gard et sur la commune de Venedion, un feu a brûlé environ 20 hectares dans l'après-midi. Comme on voit, les incendies étaient très actifs mardi et ça va continuer vu cette sécheresse qui règne et surtout ce manque d'eau énorme qu'on a en ce moment. C'est pas les petits orages qui sont passés, parfois violents, qui ont effectivement comblé le manque d'eau. On va terminer, on aurait bien besoin ici d'une tempête tropicale. La tempête donc tropicale Emily a touché la Floride. En effet, 31 des 67 comtés de Floride étaient en état d'urgence. La tempête tropicale Emily a donc touché terre en matinée vers 10h45 à Anna Maria Island, à l'ouest donc de Bradenton. Elle a depuis perdu en intensité, mais on s'attend quand même à ce qu'elle regagne en force une fois de retour au-dessus de l'océan. On attendait alors 120 mm de pluie jusqu'à mardi. Des rafales ont même dépassé les 90 km/h et ont été enregistrées par le centre météorologique. Après son passage au-dessus de la péninsule, Emily a perdu donc en intensité et a été rétrogradée au statut de dépression tropicale. On s'attend tout de même à qu'elle regagne en intensité une fois de nouveau au-dessus de l'Atlantique. Elle devrait alors longer les côtes est-américaines d'ici la fin de la semaine au large du continent. On ne prévoit pas pour le moment qu'elle touche terre à nouveau. D'après les médias locaux, les gardes-côtes américains ont donc secouru 2 pêcheurs dont le bateau avait été coulé par la tempête. On ne fait pour le moment pas état d'autres blessés, mais un toit a notamment été soufflé par les rafales. Enfin, dans le secteur de Tallahassee, 18 000 foyers ont donc été privés d'électricité, d'après une ressource qui vient de catnat.net. Voilà donc pour l'actualité court terme. Oui. Oui, c'est juste que je te disais hors antenne d'enchaîner pour éviter qu'on perde un peu de temps parce que comme ce soir 21h15 on a... Oui, alors on a le top in découverte, bien entendu, avec Christophe Marcy. Voilà. Et c'est quoi? Bah, tu l'as dit. Non, ça s'appelle c'est le top classement des meilleurs donc chansons, musique des artistes indépendants. Voilà, puis ceux qui veulent faire partie, ils écrivent également à Top in Découverte. On vous donnera tout ça plus tard. Alors, on revient dans l'actualité climatique, effectivement, long terme, avec un graphique qui nous intéresse, où on parle de fraude vidéo, donc effectivement par rapport à ce fameux enquestique de l'IPCC. Vous rappelez-vous, effectivement, ces gens qui prévoyaient donc un réchauffement climatique majeur, si on compare avec les graphiques de maintenant, ça représenterait une toute petite creuse de hockey. Encore, elle serait même pas visible si on remonte 300 000 années en arrière. Et donc, on peut vérifier que toute cette période, on a eu des remontées beaucoup plus hautes que ce tout petit point de remontée qui représente peut-être 1 mm sur un graphique. Voilà donc pour cette nouvelle. Et l'autre nouvelle nous vient effectivement d'Australie, où on dit actuellement, oui, l'Australie vit un hiver très très chaud actuellement. C'est pas tout à fait droit, puisqu'on a oublié les 8 degrés de refroidissement qu'il y avait pratiquement sur le graphique. On a l'impression qu'on a fait de la magie, comme certains disent, puisqu'on a oublié certains endroits en fait de l'Australie qui sont actuellement touchés par des tempêtes de neige et du froid, juste pour prendre les températures les plus hautes d'Australie et faire une moyenne. Donc actuellement, effectivement, on a une partie de l'Australie qui est plongée dans une relative douceur, et encore, il faut le dire très vite. Et d'autre côté, on est quand même à 13 degrés Fahrenheit, on est largement en dessous des moins 0, puisque le 0 est à 30 degrés Fahrenheit. Ça vous donne à peu près moins 10 degrés environ, ou moins 10,5 en fonction, là, puisqu'on est arrivé à 13 degrés Fahrenheit. Et mystérieusement, ces températures de ces villes-là ont été effacées des données. Donc on a après une moyenne qui est plus haute que la moyenne de saison, puisqu'on prend que les moyennes qui sont les plus hautes. Donc là, il y avait un journal qui a un peu dénoncé tout ça, un journal local australien,
puisque quand ils ont vu qu'on parlait de chez eux que les températures étaient très hautes puis que ça menaçait les récoltes, eh ben c'est plutôt le contraire pour certaines régions. Donc voilà. Alors amis, chers auditeurs, si vous entendez qu'en ce moment l'Australie vit une vague de douceur hivernale, eh ben, c'est totalement faux. Certaines régions sont soumises effectivement à des températures plus douces que la saison, mais certaines autres sont soumises à des températures actuellement plus froides que la saison et on les oublie totalement. Voilà, donc c'était la météo long terme. Et concernant l'actu solaire, qu'est-ce qu'on a ce soir? N'a pas de tâche, mais une tâche qui devrait peut-être prendre un numéro si elle résiste encore 12 heures avant d'être nommée. C'est la ancienne tâche qui pourrait revenir 6666, voilà. Et donc pour le moment, elle n'a pas repris de numéro parce qu'on ne sait pas vraiment si elle va résister à son retour. Alors elle est visible déjà sur la partie visible du Soleil. Si vous prenez un télescope, vous devriez la voir. Mais il faut pour ça qu'elle résiste 12 heures avant de prendre un numéro. À mon avis, ça sera le cas, mais il peut y avoir des surprises. Côté magnétosphère de Kiruna, on a un beau trou coronal qui s'ouvre à nouveau depuis le bord nord de l'hémisphère jusqu'au centre, à nouveau, hein, donc un trou coronal qui est en train de se développer. Avec ceci, il ne se passe pas grand-chose, pas beaucoup d'activité, donc on oscille entre moins 50 et 0 et à nouveau moins 20, donc pas beaucoup d'activité, c'est plutôt linéaire. Du côté des magnétomètres de Kiruna, on l'a dit, ça bouge pas, mais par contre du côté de l'activité aurorale, ça fluctue plus ou moins important ou pas. La vitesse est actuellement retombée à 428,3 km/s, elle était montée jusqu'à 450. Actuellement, la densité est moyenne à 8,63 par cm3. Elle est en forte hausse. La direction du champ magnétique est méridionale à moins 0,42 nanotesla. Et enfin, la force du champ magnétique est en hausse à 4,13 nanotesla. Le cap index observé actuellement, donc il est de 2 et il sera au maximum ce soir de 3. Les chances de voir une aurore boréale avec toute cette faible activité seront à peine de 25% pour les hautes latitudes et 1% pour les latitudes moyennes. Les chances de voir une éruption de classe M seront de 20% seulement. À noter que, eh ben oui, si vous regardez la Lune, elle est actuellement, c'est une Lune gibbeuse croissante. Voilà donc pour les données spatiales ce soir. Une activité qui devrait rester faible en fait pendant les 12 à 24 prochaines heures. Eh bien merci Fred pour ces détails. On se retrouve tout de suite avec justement l'actu sismique tout juste après ce petit jingle. Et allez donc côté séisme, on en a quand même un petit peu mais de façon modérée. Hein. Oui, alors on a quelques séismes qui se sont produits aujourd'hui 2 août, 5.0 à 16h16 au sud donc du rift indien Atlantique, moyen Atlantique, donc ça se trouve juste au niveau pratiquement de l'Antarctique et au sud, effectivement, oui tout à fait, au sud de la pointe et du cap de l'Afrique. Et du côté des autres séismes, nous avons eu un séisme de 4,8 à 2h32 du matin du côté de la Roumanie. Ensuite, nous avons eu un séisme de 4,7 à 11h59 sur les îles Talo en Indonésie également. Nous avons également eu un petit séisme de 4,5 à 12h23 du côté d'Hokkaido au Japon. Et enfin, un séisme de 5,2 à 0h16 au nord de l'océan Atlantique. Et si nous passons du côté, eh ben oui, du côté de quoi? De l'Argentine, eh ben oui, frontière Argentine-Chili, il y a eu un séisme de 5,5 à 7h15. On termine par un séisme de hier soir à 22h02 qui s'est produit au sud des îles Sandwich. Il était de 4,8 et voilà, c'est tout pour l'actualité sismique. Eh bien, merci Fred pour ces détails et tout de suite nous allons bien sûr parler de volcans.
Oui, alors activité volcanique toujours importante du côté de la Réunion, avec un trémor quand même en forte baisse depuis hier à surveiller. À noter que les caméras ou VFP IRF notent quand même une activité encore assez importante, avec pas mal de coulées de lave, mais depuis aujourd'hui, ces baisses de trémors se traduisent sur le terrain par une baisse donc d'activité à surveiller. C'est la fin de l'éruption ou on va dire, une mise en pause. Aucun séisme n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures. La tendance enregistrée sur les capteurs de déformation, notamment GPS, au sommet du volcan semble donc enregistrer de nouveau une reprise de l'inflation. Donc ça regonfle à nouveau. Ce paramètre sera à suivre de près pour ces prochains jours. Du fait des mauvaises conditions météorologiques qui règnent actuellement depuis ce matin sur le volcan, aucune reconnaissance sur le terrain n'a été possible. Au niveau du Cleveland, alors ce belle montagne, si vous voyez où est le Cleveland, entourée d'un océan qui fait presque le tour une île avec qui culmine quand même à 1732 mètres et qui part, on va dire, à ras l'océan et qui monte mais à pic à 1302 mètres, et bien actuellement il est passé en état d'alerte. Attention et code couleur actuellement pour l'aviation orange. La croissance lente du dôme de lave dans le cratère du sommet continue actuellement. Les données satellitaires jusqu'au 29 juillet montrent que la surface du dôme était d'au moins 50 x 45 mètres, soit environ 2100 mètres carrés, soit une augmentation d'environ 75% depuis le 25 juillet. Environ 1200 mètres carrés. La surface du dôme a continué à se gonfler pendant que la surface augmentait. Des températures de surface élevées ont été également observées dans les images satellites au cours du dernier jour, ce qui a permis donc de constater cette lente croissance du dôme de lave. Des émissions de vapeur mineures ont été également observées sur les images des caméras web pendant les périodes de temps clair. Aucune activité significative n'a été détectée sur les données sismiques ou infrasons au cours des derniers jours. Le volcan Cleveland est donc surveillé avec un réseau sismique limité en temps réel, ce qui inhibe la capacité de l'AVO à détecter des troubles précurseurs qui peuvent donc conduire à une éruption explosive. La détection rapide d'une éruption produisant des cendres peut être possible en utilisant donc une combinaison de données sismiques, infrasons, d'éclairs et de données satellitaires. Voilà donc, on surveillera très attentivement le volcan Cleveland. Et enfin, le volcan Klishevskoye au Kamchatka. Actuellement, pour l'aviation, le code actuel est orange. Le couleur de l'aviation précédent était orange. Donc attention à ce volcan qui culmine quand même, on rappelle, à 4750 mètres. L'activité donc éruptive modérée du volcan se poursuit donc, un panache de vapeur et de gaz contenant une certaine quantité de cendres, donc s'étend donc à environ 65 km à l'ouest du volcan. L'activité éruptive du volcan se poursuit donc, des explosions de cendres jusqu'à 8 à 10 km d'altitude pourraient donc se produire à tout moment. L'activité en cours pourrait affecter les avions internationaux volant donc à basse altitude, à surveiller donc ces prochains jours. Voilà donc pour l'activité sismique et volcanique ce soir. Eh ben, merci Fred pour ces détails et tout de suite nous allons retrouver notre ami Pierre tout juste après ceci. Pluie, vent ou soleil, c'est la météo sur Radio SLG. Et oui, comme quoi, hein, la météo peu réjouissante pour demain, mais notre ami Pierre va nous en parler. Et bonsoir à toi, Johan, ainsi qu'à Fred et à nos auditeurs. Oui, donc une météo mi-raisin pour demain, hein, comme tu l'as dit. Donc, une matinée assez maussade sur une bonne moitié nord-ouest de la France, hein, puisqu'elle va se réveiller sur les nuages en marge d'une perturbation qui va arriver par l'ouest, qui concernera dès demain matin les côtes de la mer du Nord jusqu'aux côtes bretonnes. Cette perturbation donnera quelques petites bruines maritimes. Hein. Et plus on va s'enfoncer dans les terres et plus les nuages seront
épais. Et voilà, bon, le soleil. Sur le nord-est, également, quelques pluies faibles à prévoir. Pour la moitié sud, donc en revanche, moitié sud-est, oui. À tes souhaits, Fred. Je crois qu'on va perdre Fred, c'est pas grave. Bref, donc pour la moitié sud-est, donc un grand et majestueux soleil régnera pour le matin. Côté température, il fera de 15 à 19 à 20 degrés pour la moitié nord. J'oublie les températures en contre-route, désolé. Pour la moitié sud, il fera de 17 à 30 degrés déjà le matin pour nos amis corses dans le sud. Demain après-midi, le temps va se gâter un peu pour tout le monde, hein, puisque donc la perturbation va s'enfoncer dans les terres. Et donc, on retrouvera un axe pluvieux de la région centre jusqu'à la région des Ardennes, avec des pluies modérées, parfois jusqu'à fortes, avec un coup de tonnerre qui n'est pas exclu sur ces régions-là. Les côtes de la Bretagne retrouveront encore des petits crachats, hein, les fameux petits crachats bretons que j'aime bien là-bas. Et ailleurs, le temps sera voilé. Hein, donc, les nuages vont englober une bonne partie de la France. Même le sud-est, cette fois-ci de l'après-midi, ne sera pas épargné par les nuages, à part nos amis corses qui, eux, bénéficieront toujours d'un beau et large soleil. Côté température de l'après-midi. Caniculaire. Oui. Caniculaire sur le sud-est. Oui, on est caniculaire sur le sud-est, mais assez rafraîchissante à l'opposé, par exemple, pour nos amis bretons ou de la Manche, hein, puisqu'on retrouvera un petit 20 degrés sur les côtes, ainsi que les pays du Nord. Il fera 20 degrés jusqu'à 29 tout de même pour la moitié nord. Et donc, température caniculaire pour le sud-est, hein, puisqu'on rappelle, les départements sont en vigilance orange. Mais pour la canicule, et notre ami Fred nous en parlera juste après. Donc demain, on retrouvera donc des températures de 33 jusqu'à 40 degrés localement dans le sud-est. Donc prudence si vous êtes concerné par ces températures. Voilà, Johan. Eh ben merci, merci à toi Pierre, et bien entendu nous allons retrouver notre ami Fred, et d'ailleurs 13 départements du sud-est sont en vigilance orange canicule, et soyez préventive, ne sortez pas aux heures les plus chaudes. Donc voilà pour ces détails, et tout de suite nous allons retrouver notre ami Fred concernant la météo, et on va commencer par le nord-est. D'ailleurs, effectivement, donc vous pourrez suivre nos spots de prévoyance, hein, ceux qui ont été donnés gracieusement. Et donc, toutes les heures, il y a un spot qui parle justement de canicule qui a été remis en place, hein, effectivement. Et vous pouvez écouter les conseils, comme par exemple, de temps en temps, passer 1 heure ou 2 dans un endroit frais, ce qui permet de réhydrater un peu la peau et effectivement de refroidir. Voilà donc ce soir ce qu'on pouvait dire pour la canicule. On va parler effectivement en détail de ce qui va se passer pour ces 2 prochains jours. Alors ce soir, les températures vont pas beaucoup descendre sur les régions, hein. On aura 17 à 20 degrés sur le nord-est, ça sera assez chaud, et le temps sera plutôt nuageux sur la moitié nord et sur la partie ouest du nord-est, et ensoleillé le long des frontières est. Le temps sera même plus chaud et plus lourd encore, hein, puisqu'on atteindra 50% d'humidité avec 19 à 24 degrés en fin de nuit sur le centre-est. Avec là, il fera beau et possiblement ou 2 cirrus, mais enfin, il faudra vraiment les chercher, et c'est pas ça qui apportera la fraîcheur, hein. Sur le sud-est, c'est encore plus chaud, on se croirait presque l'après-midi avec 22 à 26 degrés attendu déjà sur ces régions, et le temps devrait être ensoleillé sans nuages. Sur le sud-ouest, avec quelques nuages déjà sur les Pyrénées, eh ben, on aura 17 à 26 degrés également. Du côté du centre-ouest, il devrait y avoir un temps très nuageux avec 21 degrés. Enfin, sur le nord-ouest de la France, temps mi-figue, mi-raisin, quelques éclaircies sur la Normandie. Sinon, les températures prévues en fin de nuit seront de 16 degrés en général. L'après-midi, eh ben, c'est là que ça se réchauffe sur certaines régions. Écoutez bien,
avec des températures comprises entre 23 et 30 degrés sur le nord-est, avec le retour du soleil sur une grande partie du nord-est, mais encore assez nuageuse tout au nord. Sur le centre-est, et c'est là qu'il faudra faire attention, avec 50 et plus de pourcentage d'humidité, il devrait faire entre 31 et 38 degrés, 31 à Clermont-Ferrand, 34 à Lyon, 36 du côté de Chambéry-sur-Marne et 38 à Valence. Avec 50% d'humidité, il faudra rajouter pratiquement 5 degrés. Donc sur certaines régions, on pourrait avoir une tendance, par exemple du côté des 38, de 42 voire 45 degrés donc dehors. Donc restez chez vous. Effectivement, puisqu'aujourd'hui, par exemple, il a fait 33 degrés du côté de Chambéry et ça donnait une température atteinte de 37 degrés avec ce qu'on appelle le wind child. Allez, du côté des autres régions sur le sud, toujours avec le soleil, il fera 29 à 33 degrés, 33 en Corse. Sur le sud-ouest, les températures seront de 25 à 33 degrés. Quelques voiles de nuages élevés, 24 degrés seulement sur le centre-ouest, il faudra tous aller là-bas, avec un temps relativement nuageux et de timides éclaircies. Et pour ceux qui veulent de la fraîcheur et des nuages, eh ben, allez sur le nord-ouest, également sur la Normandie, avec seulement 19 à 27 degrés. Et encore, 27 degrés, ce sera bien loin à l'intérieur des terres, du côté de Tours, par exemple. Il fera seulement 26 à Paris. Vendredi, en fin de nuit, nous aurons des températures comprises entre 14 et 18 sur la moitié nord et de 18 à 26 degrés sur la moitié sud. Avec ceci, le temps sera, on va presque dire, une France coupée en deux. Toute la moitié nord, excepté le nord-est, sera sous les nuages avec un peu moins de nuages plus vous irez vers l'est, surtout pour le nord-est. Sinon, pour la moitié sud, eh ben, vous aurez effectivement du grand soleil, compris sur le centre-est, jusqu'au sud-est et jusqu'au bord des côtes méditerranéennes également. Du côté de l'après-midi, eh ben, ça change pas beaucoup. On retrouve un peu plus d'éclaircies le long des côtes de la Manche ainsi qu'en Bretagne, gagnant les régions du nord-ouest. Un temps assez nuageux tout au nord de la France, du côté de l'île, ou bien du côté également du Havre, et sinon partout ailleurs ça sera le grand soleil, quelques orages vespéraux comme on appelle ça, sur les reliefs des Alpes et du Jura, sinon 3 fois rien qui va se passer. Les températures sont comprises entre 18 et 28 degrés sur la moitié nord, une petite baisse par contre sur le sud, toujours élevée avec de 23 à 36 degrés, 36 à Valence, 32 à Lyon, mais encore 35 à Montpellier ou encore à Perpignan. Eh ben, merci pour ces détails, Fred. Et sur le long terme, c'est 50-50, puisque peut-être qu'un petit minimum dépressionnaire nous rendra visite en début de semaine prochaine, mais par la suite, ça sera anticyclonique. Mais niveau température, les modèles hésitent. Oui, ça sera frais. Alors là, ça commence à se stabiliser un peu niveau GFS, par exemple, sur ces 20 scénarios. C'est un peu fiable, on va dire, jusqu'au 12 août. Après, c'est pas trop. Mais jusqu'au 12 août, également la moyenne voit des températures largement en dessous des normales dès le 4 août, jusqu'au 12 août inclus. Ensuite, si on suit le modèle sorti ce soir, le fraîcheur pourrait continuer assez longtemps, jusqu'au 18-19 août. Mais la moyenne, elle, de tous ces scénarios nous donne une moyenne à nouveau de saison, voire légèrement en dessous, mais pas beaucoup, entre le 13 et le 18 août, mais par contre largement en dessous, entre le 4 et le 13 août. Alors attention, puisque ces températures pourraient parfois descendre en dessous des 5 degrés à 800 hectopascales, ce qui nous ferait 15 degrés de moyenne sur certaines régions, pour les régions les plus touchées, et ça serait vraiment très frais, mais ça ferait du bien à tout le monde. Du côté des précipitations, on attend des précipitations à partir du 5 et 6 août, ensuite une petite pause, reprise entre le 8 et le 9 et le 10 août, une nouvelle pause un peu plus longue, et à nouveau des précipitations qui pourraient arriver dès le 15 août, mais pas non plus de grosses précipitations. On le rappelle.
Du côté de du centre-est et de la Suisse, avant de passer aux précipitations, on va passer température. Là aussi, une chute des températures, mais qui interviendra que à partir du 7-8 août. Et ensuite, on passera en dessous des normales de saison pendant, on va dire, 4 jours. Et à partir du 13 août, à nouveau des températures légèrement au-dessus des normales de saison, mais pas de beaucoup. À noter que le modèle de ce soir, lui, voit des températures plus ou moins en dessous des normales de saison, encore après le 13 août, puisqu'il envoie entre le 15 et le 16 août, puis à nouveau à partir du 18 août. Voilà, on peut dire que c'est fiable. Dès le 13 août, ça devient n'importe quoi, donc à suivre. Côté niveau précipitation, un peu plus que Paris, entre le 6 et le 7 août, quelques précipitations. Peut-être une perturbation plus importante entre le 8, 9 et 10 août. À nouveau une pause dans les précipitations. Et là, il est un peu isolé ce soir, mais le modèle de ce soir voit un passage pluvieux, un bon passage pluvieux entre le 15 et le 18 août. Mais on va dire que la moyenne ne le suit pas beaucoup. Voilà donc pour ces prévisions court et moyen terme donc de GFS. Eh bien, merci Fred pour ces détails. On se retrouve ici quelques instants, tout juste après une petite page pub annonceur. Donc, on reste bien sûr à l'écoute. On retrouvera tout juste après notre ami Pierre pour l'actu insolite. Donc, restez à l'écoute sur Radio UCH. À tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour sur Radio UCH, il est exactement 21h04 minutes. Oui. Je te coupe la parole parce qu'avec Fred... oui, je crois que... Oui, je vois ce que tu voulais dire. Oui, oui. Et l'actu solide, donc l'actu... La météo des plages, oui. Ouais. On a le temps. On va se faire taper sur les doigts, on a le temps. C'est parti donc avec notre ami Pierre pour la météo des plages. Et donc, demain matin, donc, pour la météo des plages, nous retrouvons des conditions ensoleillées sur les plages du nord-ouest, avec quelques nuages qui vont couvrir, enfin, qui vont, on va dire, qui vont accompagner le soleil demain matin, donc sur les plages du nord, sur la côte Aquitaine également, puisque bon, la perturbation va laisser des nuages un peu partout, vu qu'elle arrive de l'ouest, donc ouais. Voilà, donc ce matin. Merci Joanne. Donc voilà, les côtes de l'ouest seront concernées par les nuages, tandis que les côtes méditerranéennes, elles, bénéficieront d'un grand soleil. Côté température, donc sur les plages demain matin, il fera 21 à 22 degrés pour les côtes du nord-ouest, de 23 déjà à 26 degrés pour les côtes atlantiques et de 26 à 35 degrés déjà de bon matin sur les plages de la Méditerranée. Demain après-midi, toujours les mêmes conditions météo pour les plages du nord-ouest. Donc le soleil sera accompagné avec par quelques plus de beau temps. Également sur la côte aquitaine. Et un grand et beau soleil régnera de nouveau sur les côtes méditerranéennes. Côté température demain après-midi, on va observer alors une petite baisse sur les plages du nord-ouest, comprise de 18 à 20 degrés, comprise de 22 à 24 degrés sur les côtes aquitaines, et de 28 à 37 degrés pour les côtes méditerranéennes. Voilà pour demain. Eh bien, merci Pierre. Et justement... Les indices UV. Oui, les indices UV, ça serait intéressant, tiens. Et oui, donc compris demain de 5 à 6 degrés, pas 5 degrés, à chaque fois. Ok, Fred, en indice UV, il fera de 3 à 5 degrés. Ah ben, non, j'ai pas dit degrés. C'est bien parce que comme on était à l'actu insolite, ça devient...
On n'aura plus le temps maintenant. On n'aura plus le temps. Ouais. Donc, demain, donc, il va déceler de 5 à 6 sur 10 pour les côtes du Nord, de 7 à 8 pour les côtes aquitaines et de 8 à 9 pour les côtes méditerranéennes. Et voilà, cette fois, je te laisse la parole de Fred pour l'insolite. Justement, l'insolite, bah, on te laisse la parole, Pierre, hein, puisque c'est ton actu fétiche. Ouais, bon, bah, voilà. Donc, oui, hein, monsieur. Quand, on va partir donc après les plages françaises, on va partir du côté du Pays-Bas. Ah, merci les pompiers. Donc, la police d'une petite ville des Pays-Bas relate d'un contrôle routier peu banal. Un automobiliste ivre avait volé 2 lampadaires et il avait chargé sur le toit de sa Twingo. c'est pas la peine de gueuler, hein. La sirène sera encore plus forte que toi. Hein. Non, je ne gueule pas, j'essaie de couvrir le bruit, c'est différent. Merci, Joël. Donc, c'est un drôle d'appel qu'a reçu la police de Lelystad aux Pays-Bas ce mardi, en rapport à la RTBF. Comme le racontent les forces de l'ordre sur leur page Facebook, l'automobiliste leur a signalé une Renault Twingo transportant de lampadaires sur son toit. La petite voiture mesurant de 3,45 m de long, les poteaux dépassaient largement à l'arrière comme à l'avant. Les policiers se sont donc intervenus à l'origine. À l'origine pour un dépôt de chargement. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Quand ils ont voulu contrôler le conducteur, les agents se sont rendus compte qu'il était alcoolisé. Ce qui pourrait expliquer le larcin. Le chauffeur a refusé le contrôle d'alcoolémie et voulait également son permis. Voilà, à total. La voiture était-elle en défaut de contrôle technique et sans assurance. Après vérification, les policiers ont également constaté que le conducteur n'avait pas payé le carburant de la Twingo. La voiture a été mise en moyen immédiat et le conducteur doit être présenté devant la justice. Dernier détail troublant, la fameuse Twingo a été vue par certains internautes, tractée par une 2 chevaux. Voilà. Si vous croisez ce genre de voiture aux Pays-Bas, vous n'allez pas forcément tomber de valeur. Voilà. Hein? Eh ben merci Pierre pour ces détails et justement on va retrouver notre ami Fred avec une actu insolite un petit peu fourgasse, hein, puisque... Mais non, c'est pas tout à fait ça tout de suite, alors voilà. Oui, pas tout à fait ça, oui. À San Francisco, un ado trop pressé, donc a été pressé donc de descendre de son avion. Un adolescent a donc été arrêté mardi à l'aéroport de San Francisco après avoir ouvert la sortie de secours et sauté sur la piste. Faut le faire, hein. Un adolescent de 17 ans a été arrêté mardi, donc après avoir ouvert la porte d'évacuation d'urgence d'un avion et a sauté sur le tarmac. Peu après son atterrissage à San Francisco, a indiqué l'AFP au porte-parole de l'aéroport. Les raisons qui ont poussé ce jeune américain à ouvrir la sortie de secours et à se précipiter ainsi sur la voie n'étaient pas encore connues d'après ce porte-parole, Charles Navigante, qui a précisé que l'incident avait été sans conséquence sur le trafic aérien et que personne n'avait été blessé. Il a de la chance, hein, sauter d'un avion, c'est quand même beau. Après être sorti de l'appareil sur le tarmac, le jeune homme a été appréhendé par des ouvriers de maintenance, puis transféré aux agents de police. C'est pas de chance pour lui, hein, donc... Parce qu'à mon avis, voilà. Alors l'autre nouvelle, effectivement, donc une nouvelle insolite, insolite, très insolite. Ouais. Ben, ça vous dit de l'art, une table, ça vous dit. Souvent, vous voyez des tables un peu bizarres. On te voit tout de suite, Fred. Mais oui, une fille nue en guise de meuble militaire détourne le corps humain pour en faire des sculptures. On peut en parler à charisme. C'est donc décerné un prix donc de l'élégance, hein, avec la dernière mouture qui ressemble à une table, un plateau en pierre, hein, ça doit être ça super lourd. Hein. Et puis la femme qui a juste, on va dire, le dos qui passe à travers et qui est en dessous. Ça fait une jolie table, effectivement, table basse, hein, pour prendre l'apéro. Dis donc, Fred. Ça doit être plus agréable que la table en excrément qu'on a vu hier. Ah ben sûrement, ouais. Allez, voilà la suite de l'actualité avec l'actu. Voilà, et ben c'est parti pour l'actualité. Eh ben, allons-y, hein. Et l'actualité que tu sois.
ben, je pense que notre ami Pierre n'a rien du tout. Voilà, exactement, j'ai été pris de court. Eh ben ouais, alors on va parler de Skype qui permet l'envoi d'argent maintenant via PayPal. Le service de paiement en ligne a noué un partenariat avec le service de messagerie propriété de Microsoft dans une vingtaine de pays. Donc dans le but de se renforcer face à la concurrence, PayPal a annoncé avoir rallié un nouveau partenaire, Skype, propriété donc de Microsoft. Grâce à la dernière version de l'apps de messagerie et d'appel par Internet, les utilisateurs sous Android ou iOS peuvent désormais envoyer de l'argent à leurs contacts par le biais du service de paiement PayPal. Et ben oui, et voilà, donc si vous voulez faire des essais, hein, vous pouvez aller voir, ça existe sur l'application web de Android. Tu me dois de l'argent, tiens Fred. Oui, ça fait penser qu'on a plus eu la paye. Les parents, ils n'ont pas payé leur cotisation encore. Hein. Allez, on va peut-être terminer avec nos partenaires vite fait parce qu'il reste 2 minutes. Allez. Alors, les partenaires sont toujours laterredufutur.com qui est un site et un forum météo sur le climat, la météorologie et la géologie de votre chère planète. Une équipe sympathique vous aidera à faire vos premiers pas dans le monde du climat et de la météo. Québec Stormwatch, un peu pareil, mais plus pour l'Amérique du Nord et du Canada avec un forum gratuit. Inscrivez-vous nombreux et nombreuses. Plutôt nombreuses, vous pouvez aller sur le site charisma-boutique.com où vous trouverez toute la lingerie féminine de mode qui vous fait rêver. Ensuite, vous pouvez le demander à votre cher et tendre de vous l'acheter. Oh là Mais là. vous pouvez également trouver sur ce site des accessoires érotiques. Allez, on continue avec Météo France. Météo France vous propose des cartes météo, mais également une carte de mesure interactive avec toutes les stations météo qu'on appelle METAR. C'est des stations automatiques. Et pour terminer, bah oui, il faut quand même terminer. Nous avons Passion Nature et Terre en colère qui vous propose un site 2 en 1 sur la météo et en même temps sur la photographie animale, météorologique ou bien encore sur personne. Allô. Sur Charisma. Non, on peut pas faire. Donc sur la photographie nature, eh oui, climatique et animale, voilà, et personne ne suivait. Oui, si vous voulez devenir partenaire, c'est très simple, remplacer l'équipe, c'est aussi facile, avec donc un petit email, vous l'envoyez à info@radiosh.com, info@radiosh.com. On rappelle également très vite que d'ici quelques secondes, on aura le top in découverte avec Christophe Marcy, le top des classement des artistes indépendants. Et si vous voulez bien entendu nous aider et devenir partenaire, eh ben n'oubliez pas de nous envoyer un email ou passer par notre page Facebook. Et ben voilà, on a tout dit. Merci Fred, merci Pierre pour ce live de ce soir. Tout de suite, Top in Découverte, rendez-vous demain 20h30 sur Radio SH avec Astro Météo. Ciao, bye bye et tout de suite, Top in Découverte.